Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rejoins aujourd'hui pour vous parler de philosophie. Je vais vous parler plus particulièrement de livres de philosophie. Alors, j'ai lu des centaines et des centaines de livres de philosophie. J'aime beaucoup la philosophie. J'ai lu énormément de choses en philosophie sur beaucoup de sujets parce qu'en philosophie, c'est extrêmement vaste, extrêmement large, les sujets sur lesquels on peut s'interroger. Et du coup, c'est un sujet dont je parle beaucoup sur la chaîne, évidemment. Je vous parle de livres de philosophie, mais je vous fais également un petit peu de vulgarisation philosophique. Et la philosophie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il y a certaines personnes parmi vous qui sont pas forcément de fervents, fans de philosophie, et qui se disent quand même, j'aimerais avoir les bases philosophique, lire les livres de référence en philosophie parce que bien finalement la philosophie aide quand même à comprendre pourquoi nous vivons dans le monde dans lequel nous vivons, pourquoi est-ce qu'il est comme il est, et ces questions à mon sens peuvent être comblées. On peut répondre à ces questions par quelques livres, en l'occurrence par 4 livres que je vais te présenter là dans cette vidéo. Ce sont selon moi les 4 livres. Pour moi, c'est éminemment subjectif, mais ce sont pour moi les 4 livres philosophiques qu'il faut impérativement avoir lus pour pouvoir apprendre à penser, apprendre à se diriger dans le monde, apprendre à vérifier un fait, à démêler le vrai du faux, à se donner des objectifs de vie, à démêler les mensonges de la vie, démêler les illusions, faire la différence entre les illusions de notre mental, les illusions de nos sens, les illusions de la vie, les illusions des apparences, se délivrer de tout cela pour aller vers plus d'entendement, de réalité, de vérité avec un S, de compréhension du monde tel qu'il est réellement. Et ces livres-là, je vais vous les présenter. Il y a 3 penseurs. Ce sont 4 livres, 3 penseurs. Le premier penseur en 2 livres, c'est Descartes. Descartes avec le discours de la méthode. Pour rappel, Descartes, c'est l'inventeur du cartésianisme. C'est-à-dire, Descartes est un philosophe français qui finalement est le père des sciences modernes. Et le cartésianisme a permis en fait de penser, surtout en philosophie, parce que Descartes nous le dit, la philosophie finalement c'est une matière, c'est un domaine qui est éminemment subjectif et où finalement beaucoup de choses sont soumises à discussion. Et on peut tenir une position et on peut tenir l'inverse de cette position. Et Descartes nous dit, finalement, moi je vais mettre un petit peu de cartésianisme, j'allais dire, mais il ne le disait pas comme ça, il va mettre un petit peu de factualité et de mathématiques là-dedans. Parce que Descartes nous le dit, finalement, en mathématiques, les choses sont beaucoup plus simples. 2 plus 2 égale 4. C'est incontestable. Les vérités mathématiques sont des vérités factuelles et des vérités qui sont finalement simples, mais qui sont des vérités indubitables. Alors, ça va plus loin la méthode de Descartes. Descartes pense à partir de ce qu'on appelle le cogito, c'est-à-dire que Descartes dit qu'en réalité, avant d'appliquer sa méthode, il va d'abord devoir tout remettre en question, le fameux doute hyperbolique de Descartes. Il va absolument tout remettre en question, y compris son existence même. Il nous dit que peut-être, finalement, même son être, même son physique, même son corps, n'existe pas. Peut-être est-ce une illusion. Il explique tout ça dans le discours de la méthode. Et il nous dit, je vais partir de la première vérité indubitable, la première vérité qui est forcément la vraie, qui est forcément réelle. La seule vérité de laquelle je ne peux pas douter, c'est que je doute. Et si je doute, ça veut dire que je pense. Et si je pense, ça veut dire que je suis. Le fameux cogito ergo sum, qui veut dire je pense donc je suis. Et à partir de ce premier axiome, nous allons définir toutes les autres vérités selon une méthode, la méthode cartésienne en l'occurrence, que Descartes va nous expliquer ici dans le discours de la méthode. Alors c'est un préalable, ce qu'il faut véritablement, au mieux c'est quand même lire l'œuvre entière de Descartes. Mais déjà ce livre, qui a été fait, qui a été rédigé en français, alors très souvent à l'époque de Descartes, les philosophes écrivaient en latin. Ce livre a été tout de suite rédigé en français parce que c'est un livre qui a été fait pour le plus grand nombre. C'est un livre qui a été fait pour élever les gens du quotidien, comme on dit,
eh bien vers le savoir, vers plus de savoir. Donc le discours de la méthode, véritablement, selon moi, c'est un indispensable. On ne peut pas passer une vie sans lire le discours de la méthode de René Descartes. Et puis le second livre de René Descartes est intéressant, ce sont les méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques, Descartes nous propose plusieurs réflexions. Honnêtement, les deux que j'ai préférées, la première, c'est de nous montrer comment finalement nos sens nous trompent et comment finalement, en fait, ce qui nous trompe, c'est de faire trop confiance en nos sens et de ne pas vérifier ce que nos sens ressentent par l'entendement, par l'intelligence. Parce que seul l'entendement et l'intelligence nous permettent de ne pas nous tromper et nous permettent de rectifier les erreurs de nos sens. Je vous donne un exemple simple dont nous parle Descartes dans le livre. Par exemple, si je regarde les étoiles et la lune, eh bien, je vais avoir tendance, puisque c'est ce que me disent mes yeux, à me dire que la lune est beaucoup plus grosse que le soleil. Beaucoup plus grosse que les étoiles, pardon. Je vais trop vite dans la réflexion. Alors que finalement, on le sait tous, aujourd'hui, les étoiles sont des soleils. Donc les étoiles sont beaucoup plus grosses que la Lune finalement. Mais comme les étoiles sont beaucoup plus loin, eh bien, elles nous paraissent beaucoup plus petites. Et nous avons besoin de l'entendement pour comprendre que finalement, même si nos yeux nous montrent que la Lune est plus grosse que les étoiles, notre entendement nous permet de nous dire non, les étoiles sont beaucoup plus loin, les étoiles sont des soleils, les étoiles sont beaucoup plus grosses que la Lune, contrairement à ce que nous disent nos sens d'une manière intuitive. Si on ne réfléchit pas à nos sensations, eh bien nous allons vers des erreurs de réflexion très importantes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les réalités empiriques, ce sont des réalités qu'on ressent avec nos sens. Mais si on ressent ces réalités sans les penser, sans les réfléchir, eh bien, même si on se réclame d'une réalité empirique, on va vers beaucoup d'erreurs. Et c'est cela qui nous est expliqué ici dans ce livre. Il y a d'autres réflexions très intéressantes. La seule que je n'ai pas aimée, c'est la démonstration de l'existence de Dieu par Descartes. Alors pas forcément parce que moi je suis pas religieux, mais parce que vous le verrez, finalement la démonstration de Descartes à ce niveau, elle est assez légère. Mais sinon pour tout le reste, c'est un indispensable de la philosophie. Il faut impérativement lire Descartes, le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Deux livres indispensables du grand penseur et philosophe français René Descartes. Le livre suivant, on ne pouvait pas passer à côté, forcément, celui que beaucoup appellent le prince des philosophes. Il s'agit de Spinoza et de son livre, son œuvre majeure, l'éthique. Dans ce livre, Spinoza nous parle de beaucoup de choses. Il nous permet de raisonner d'une manière cartésienne, puisque Spinoza est finalement le continuateur de Descartes, même s'il a beaucoup contredit Descartes. Spinoza est un rationaliste au sens où pour Spinoza tout peut être expliqué par des chaînes causales, c'est-à-dire que Spinoza nous le dit, on peut comprendre une conséquence par ses causes, toujours. On n'a pas besoin de faire appel à Dieu, de faire appel au miracle, de faire appel à je ne sais quelle chose magique. On peut comprendre tous les faits qui se passent dans le monde selon un enchaînement de causes et de conséquences, et on comprend mieux les conséquences par les causes. Et c'est tout cela, en fait, qui nous est démontré dans ce livre. Alors, Spinoza, dans la partie 1, décrit Dieu. Dans la partie 2, décrit l'esprit, la relation qu'il y a entre le corps et l'esprit. Spinoza nous apprend à penser. Dans la partie 5, eh bien, Spinoza, finalement, après nous avoir montré comment il voit le monde, comment il voit Dieu, comment il voit finalement chaque chose dans le monde, que ce soit l'étendue, ce qu'il appelle l'étendue, c'est-à-dire tout ce qui est matière, et puis tout ce qui fait partie de l'esprit, tout ce qui fait partie de la pensée. Après nous avoir expliqué tout ça, dans la partie 5, à la toute fin de l'éthique, eh bien Spinoza finalement nous explique comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionnent les êtres humains, en fait, au niveau de leurs désirs, de leurs émotions, de leurs passions, de leurs affects, dirait Spinoza, de leurs affections. Nous sommes affectés par le monde, nous sommes affectés par le monde de différentes manières, et nous ne sommes pas finalement affectés d'une manière fataliste. Spinoza n'est pas un fataliste, contrairement à ce que beaucoup pensent quand ils le lisent peut-être un peu vite. Spinoza, c'est quelqu'un qui nous dit qu'effectivement, tout est cause et conséquence, c'est un déterministe, mais c'est pas un déterminisme absolu. Nous avons une marge, en fait,
de liberté dans le déterminisme de Spinoza. Et c'est tout l'objet en fait de la 5e partie de ce livre, où Spinoza nous explique finalement comment manager, comment gérer, comment devenir le maître, et c'est un grand mot, mais en tout cas comment bien gérer ses émotions et comment faire en sorte de ressentir plus fortes les émotions positives et comment faire en sorte de ressentir moins fortes les émotions positives, négatives, pardon, et comment finalement, eh bien, ne plus être esclave de ses passions et être finalement le moteur de ses passions, le moteur de ses affects, le moteur de ses émotions. Et ça nous donne finalement un grand pouvoir que nous propose de récupérer Spinoza dans ce livre, L'éthique. C'est un gros livre, honnêtement, mais c'est un livre où tout est écrit d'une manière finalement assez courte dans l'éthique. Alors, pas cette édition, parce que c'est une édition en fait spécifique, c'est une édition annotée et traduite par Maxime Revers, mais l'éthique, c'est toute une somme de réflexions extrêmement ciselées qui dépendent toutes les unes des autres. C'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois. L'éthique, c'est pas un livre en fait qu'on lit comme ça une fois, puis ça y est, on l'a compris. C'est un livre qui s'étudie, l'éthique de Spinoza. C'est un livre qui se lit, se relit, se comprend différemment selon si c'est la première lecture, la seconde, selon votre âge. C'est un livre qui peut vous accompagner toute votre vie, l'éthique de Spinoza, et c'est un livre qui vous apprendra toujours quelque chose de nouveau toute votre vie. Et finalement, je sais de quoi je parle parce que ce livre, c'est un livre que je côtoie depuis que j'ai 20 ans. J'en ai aujourd'hui 44. C'est un livre qui est avec moi depuis très très longtemps et c'est un livre qui m'apprend des choses sur le monde et sur moi-même depuis des années. Et à chaque lecture, eh bien, j'apprends de nouvelles choses. Et c'est vraiment un livre qui me semble indispensable en philosophie. Et donc le dernier et 4e livre, j'ai un peu triché avec celui-là, parce que finalement, eh bien, c'est l'œuvre complète de Platon. Donc évidemment, il y a plusieurs livres dans ce livre. Mais Flammarion nous a fait une belle édition, l'œuvre complète de Platon. Ça nous donne un gros livre comme ça, mais vous avez absolument toutes les réflexions possibles de Platon dans ce livre, et finalement toutes les réflexions importantes dans la vie, que ce soit la justice, que ce soit l'organisation de la cité, que ce soit ce qui est bien, ce qui est mal, les lois, comment se comporter par rapport aux lois de son pays, aux lois de sa nation, aux lois de sa cité, pourquoi, comment. Faut-il s'intéresser à la rhétorique? Faut-il plutôt s'intéresser au fond d'un discours? Qui sont les sophistes? Pourquoi? Comment on les reconnaît? Comment on les met en difficulté? Comment on est sûr que ce soit des sophistes? Etc., etc. Vous avez des milliers de sujets, je vous en ai donné que quelques-uns dans ce livre de Platon. C'est un indispensable. Si vous lisez complètement ce livre, qui est assez épais finalement, mais vous avez le temps parce que c'est découpé en plusieurs petits livres. Ce sont finalement des dialogues en principe, hein, les livres de Platon. On a souvent tendance, pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie, à se dire que Platon, oulala, c'est un philosophe renommé, ça va être compliqué. Oui, ça peut être un peu compliqué parfois. Il faut relire, il faut aller doucement à la lecture, mais honnêtement, ce sont des dialogues, c'est pas hyper compliqué non plus. Et honnêtement, avec quelques efforts, c'est quand même accessible au plus grand nombre. Donc voilà, je vous conseille ce livre de Platon, les œuvres de Platon, c'est vraiment un indispensable pour bien penser, pour bien agir et finalement, du coup, pour bien vivre. Voilà. En tout cas, voilà pour moi quels sont les 4 livres indispensables en philosophie. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire comme ça, j'aurais pu vous parler par exemple du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Enfin, il manque vraiment plein de livres. Là, c'est simplement, je me suis dit, je partais du principe, j'ai 4 livres en philosophie à lire. Imaginons quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire, qui n'aime pas beaucoup la philo. 4 livres que je lui recommanderais pour qu'il puisse passer sa vie à méditer sur des questions importantes et intéressantes sur la vie au niveau philosophique. Eh bien, ce sont les 4 que je vous ai présentés ici. Vous aurez des liens en description pour vous parler d'une manière beaucoup plus détaillée de chacun de ces livres, hein, puisque j'ai parlé de chacun de ces livres dans des vidéos particulières. Vous verrez, c'est très intéressant, notamment Platon, j'en ai fait pas mal, mais j'en ai fait également sur l'éthique de Spinoza, j'en ai fait également évidemment sur la pensée de Descartes et sur la manière dont Descartes nous invite à penser, donc c'est très intéressant. Mais voilà, vous allez être beaucoup en commentaire à me dire, ben voilà, non, t'aurais pu parler de tel livre, t'aurais pu parler de tel autre livre. Oui, évidemment, j'aurais pu parler encore de centaines de livres. Mais c'est éminemment subjectif. Les 4 que je t'ai présentés ici sont, selon moi, les 4 qu'il faut impérativement lire dans une vie. Et finalement, ce sont des livres qui peuvent suffire
selon moi en tout cas, nous faire réfléchir aux problèmes les plus importants de l'existence et de la vie telle qu'elle se présente à nous et telle qu'elle s'est présentée à moi en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.